Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Cet après-midi, les sénateurs poursuivent l'examen de l'article 1 du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Cet article doit généraliser à partir de 2016 la complémentaire santé pour tous les salariés. Actuellement, 4 millions de salariés n'y accèdent pas. Mais pour le Front de gauche, il ne s'agit pas d'un nouveau droit. C'est le moyen pour les assurances privées de s'enrichir au détriment de la sécurité sociale. Et selon le MEDEF, c'est un pactole d'un peu plus de 4 millions d'euros qui serait ainsi réalisé. Du coup, les sénateurs communistes ont multiplié les amendements sur l'article 1 pour tenter de l'améliorer, en élargissant par exemple la complémentaire santé aux étudiants ou alors en tentant de garantir le remboursement des frais d'optique. Mais tous leurs amendements ont été rejetés. Tout de suite donc, direction l'hémicycle pour l'examen du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Très bon après-midi à tous sur notre chaîne. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'objet du présent amendement, c'est de prendre en compte le caractère collectif de l'adhésion d'une entreprise à une assurance complémentaire santé relevant du Code des assurances lorsque cette adhésion résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, comme nous venons de le voir. C'est pourquoi l'amendement substitue le terme d'adhésion à celui de souscription du contrat. Ce faisant, il aligne le Code des assurances sur le Code de la sécurité sociale et le Code de la mutualité. C'est-à-dire qu'il étend les dispositions de ces derniers au premier dans un souci d'égalité de concurrence, en obligeant les complémentaires relevant du Code des assurances à maintenir les garanties en cas de non-paiement de primes par les entreprises assurées, lorsque celles-ci ne sont plus en capacité de les payer en raison de difficultés économiques graves. Il s'agit d'éviter la suspension des droits en santé ou en prévoyance des salariés pendant cette période de difficulté économique pour les salariés collectivement couverts par une complémentaire relevant du Code des assurances, et ainsi d'éviter un biais de concurrence entre assurances d'une part et mutuelles et instituts de prévoyance d'autre part. Un exemple de saine émulation et d'alignement par le haut des garanties offertes à l'assuré liées aux vertus de la concurrence et qui nous ont été rappelées par cette autorité de la concurrence dont il a été largement question. Merci. Merci, Monsieur Van Lerenberghe. Je vais demander l'avis de Monsieur le rapporteur sur cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement propose plutôt une précision juridique en remplaçant le terme souscription par adhésion. Dans les articles que j'ai pu lire concernant les institutions de prévoyance et les mutuelles, c'est en effet plutôt le terme d'adhésion qui est utilisé. Il me semble donc pas impertinent d'opérer cette substitution. Néanmoins, pour être sûr d'être dans les purs juridiques souhaités, je demande l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, le rapporteur considère que ce n'est pas impertinent et le gouvernement considère que c'est pertinent. Donc, ce qui permettra à cette précision bienvenue d'être adoptée, si vous êtes d'accord, et au rapporteur de faire sauter son 1. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 640 qui a eu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'amendement 640 est adopté. Monsieur Placé, vous vouliez? Ah, d'accord. Merci. Le 257, Madame Lienemann. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, c'est un amendement d'appel parce que j'ai la nette impression que quand on lit l'actuel texte, on pourrait considérer que les alinéas 54 et 58 permettent à un assureur privé de mettre en place un réseau de soins. Or, pour ma part, je crois que ce serait une grosse menace si on pouvait permettre à des assureurs privés d'organiser ces réseaux de soins. Donc, je voudrais savoir si le gouvernement estime, 1, que le texte permet ces réseaux de soins, 2, s'il le permettait, s'il y est favorable. Merci, Madame Lienemann. Je vais demander à Monsieur le rapporteur son avis sur l'avis de la Commission sur cet amendement. Merci, Madame la Présidente.
Mes chers collègues, il faut bien comprendre que les alinéas que cet amendement veut supprimer ont un double objet. Étendre aux mutuelles l'obligation de maintenir le contrat en cas de défaut de paiement des cotisations par une entreprise et également permettre aux sociétés d'assurance de proposer dans le contrat des actions sociales collectives. L'amendement donc aurait pour conséquence de supprimer des dispositions qui précisément permettent de mettre sur un pied d'égalité les institutions de prévoyance, les mutuelles et les sociétés d'assurance, il en a été longuement question ce matin, pour proposer des contrats de complémentaire santé aux partenaires sociaux, aux entreprises. Ces alinéas, à mon point de vue, n'ont a priori pas de rapport avec les réseaux de soins, comme mentionné dans l'exposé des motifs de l'amendement. C'est pour ces raisons un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Même avis. Merci. Madame Lienemann. Oui, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas une réponse très nette sur le fait, parce que le problème, c'est les activités sociales dont on parle, peuvent-elles ou non être assimilées à des réseaux de soins? J'ai bien entendu que le rapporteur considère que c'est non, qu'il me fait un signe négatif qui confirme ce point. Donc je souhaite que ce soit bien clairement explicité dans le compte-rendu, et à partir de ce moment-là, bien évidemment, je retire mon amendement. Merci, Madame Lienemann. Il est repris. Très bien. Très bien. Monsieur Vatrin, Le pour groupe explication de CRC vote. le reprend par prudence, parce qu'on a ici un amendement d'appel, et ça confirme tout à fait ce que j'ai dit lors du rappel au règlement, c'est qu'on aurait bien eu besoin d'avoir l'éclairage de Madame la ministre de la Santé ici pour nous éclairer sur cette question. Ce n'est pas une question facile, la question des réseaux de soins, il n'y a pas de réponse tranchée. Voilà, et je crois que cet amendement, il trouve sa justification justement. Donc, tant que Madame la ministre de la Santé n'aura pas répondu comme nous l'aurions souhaité à notre demande d'éclaircissement, eh bien nous reprenons cet amendement et nous le voterons pour ce qui nous concerne. Merci, Monsieur Vatrin. Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, comme vous voulez. Non, une petite précision à l'attention de Monsieur Vatrin. Nous avons fait un travail sérieux sur le texte qui nous est proposé et lorsque je vous donne ces assurances, je les confirme. Et ce qu'on appelle les actions sociales, en l'occurrence, concernent des actions de prévention qui ne sont en rien, qui ne peuvent en rien s'assimiler au réseau de soins. Et les actions de prévention sur le plan de la santé, dans un secteur comme la boulangerie, sur les problèmes d'asthme et autres, ça ne ressemble en rien au réseau de soins. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, je voulais simplement rassurer Monsieur le sénateur sur les compétences du ministre qui est présent, qui est capable aussi d'exprimer sur d'autres sujets que strictement. Et donc je veux, si parce que il a considéré, me semble-t-il, et je ne peux pas lui en vouloir, que je ne serais pas compétent pour répondre sur ce sujet et qu'une autre personne pourrait être compétente pour répondre sur ce sujet. Mais comme il est parfaitement compétent pour me poser la question, je suis compétent pour lui répondre dans le même sens que le rapporteur. Ça n'a rien à voir. L'action sociale n'a rien à voir avec le réseau de soins. Elle n'est donc en rien concernée. C'est clair? Vous voyez, je suis compétent. Merci, monsieur le ministre. Je retire l'amendement, si c'est possible. Je retire Vous le retirez ? la reprise de l'amendement. Et je sais que ce qui vient d'être dit par Monsieur le ministre, j'ai aucune raison de contester ou de douter de ses paroles. Donc ça sera inscrit dans le rapport. Mais je crois simplement qu'il y a un vrai débat sur les réseaux de soins et que ce débat-là, bien sûr, ça nécessitera du temps, mais en tout cas, on aurait eu la ministre de la Santé, comme je l'ai demandé dans le rapport, dans mon rappel au règlement, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été encore mieux. Bon. Deux ministres, c'est bien deux ministres. Merci. Merci, Monsieur Vatrin. Nous en venons à l'amendement
à l'amendement 575 de Monsieur Placé. Monsieur le Président Placé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à élargir le champ d'application de l'article L 1226.1 du Code du travail aux anciens salariés. Enfin, tout cela ne doit pas se faire au préjudice de l'échange entre la présidente Assassi et le président Café, bien évidemment, hein, que je ne veux pas déranger. Cet article L 1226.1, non, j'ai même pas besoin d'écho, je voudrais juste un peu de discrétion, c'est tout. Cet article L 1226.1 s'applique aujourd'hui aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, et le sujet est sérieux, et les couvre en cas d'incapacité à travailler résultant d'un accident ou d'une maladie. Ces salariés ont droit à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière. Les anciens salariés, c'est le sujet des différents amendements que j'ai pu présenter, ne sont pas pris en compte dans ce dispositif. Pourtant, l'article 1er du projet de loi dont nous débattons actuellement vise à garantir aux individus les moins protégés en termes de couverture santé une protection face justement au risque de l'existence. Aussi, ces anciens salariés particulièrement fragiles, donc il me paraît important qu'ils bénéficient d'une couverture au même titre que les salariés lorsqu'ils se retrouvent en incapacité de travailler suite à une maladie ou un accident. Cette indemnité complémentaire est une aide non négligeable pour les personnes en incapacité et c'est une mesure de justice sociale et d'équité que de la garantir également aux anciens salariés. C'est le sens de cette proposition. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je veux apporter une réponse aussi précise que possible. L'article L 1226.1 du Code du travail prévoit, sous certaines conditions, qu'un salarié ayant au moins un an d'ancienneté bénéficie d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières maladie de la sécurité sociale et versée par l'employeur en cas d'absence liée à une incapacité. Votre amendement propose d'élargir cette disposition aux anciens salariés se retrouvant au chômage et qui bénéficient d'un maintien de droit à titre gratuit durant au plus un an. Alors votre amendement peut avoir des conséquences financières non marginales et que je suis dans l'incapacité pour ma part d'évaluer sur les contrats de prévoyance. En outre et surtout, il est contradictoire avec l'alinéa 25 qui prévoit que le maintien des droits ne peut pas avoir pour conséquence le versement d'indemnités supérieures aux allocations chômage. C'est donc une invitation au retrait. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Le rapporteur a été parfaitement précis et techniquement imparable, donc j'ai la même demande. C'est une demande de retrait, Monsieur le ministre? Pareil, merci. Merci bien. Je vais donc mettre aux voix... Oh non, non, Monsieur Placé, est-ce que... Vous le retirez? Non, vous ne le retirez pas. Très bien. Donc je vais le mettre aux voix. Il a un amendement qui a été l'objet de 2 demandes de retrait. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention? L'amendement n'est pas adopté. On arrive à l'article 1er. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public et je demande s'il y a des explications de vote sur l'article 1er. Madame Gonthier-Morin. Ah, pardon. Oui, Madame la Présidente, quelques mots avant le vote de cet article 1er. Je crois qu'on peut dire que le débat nourri que nous avons eu à ce propos, ainsi que les amendements adoptés en commission des affaires sociales et lors des travaux dans l'hémicycle, ne nous conduisent pas à porter, je le déplore, une appréciation autre que celle que nous avions présentée lors de nos interventions sur cet article. Le gouvernement et sa majorité font comme si l'adoption de cet article n'avait au final aucune conséquence sur le régime obligatoire de base tel qu'il existe à travers la sécurité sociale, ni aucune conséquence sur les relations qui existent entre celui-ci et la diversité des offres proposées par les mutuelles ou les sociétés d'assurance. À l'Assemblée, Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé a déclaré, je cite, « Les choses doivent être claires sur ce point.
Il n'y a pas dans l'article 1er du projet qui vous est proposé une construction, une reconstruction ou un aménagement global de notre système de santé, qu'il s'agisse des relations entre l'assurance maladie obligatoire et les régimes et les organismes complémentaires ou de la conception de l'organisation des dispositifs complémentaires. » Fin de citation. Eh bien, nous pensons que cette voie n'est pas la bonne et j'observe que certains députés socialistes s'en inquiètent également, puisque M. Germain, rapporteur sur ce texte à l'Assemblée nationale, n'a pas hésité à présenter cet article 1er ou à le qualifier d'Obamacare pour les complémentaires. Fin de citation. Non, ce n'est pas la bonne voie, car il n'aura échappé à personne que l'Obamacare, à la différence de notre système de protection sociale, repose essentiellement sur les assurances privées. Car c'est au moins une manière d'affirmer que, contrairement à ce que l'on pourrait croire de prime abord, les grands gagnants de cet article ne seront pas les organismes mutualistes qui ne poursuivent pas de but lucratif, mais les assurances privées qui n'ont qu'un objectif, maximiser les profits pour les distribuer aux actionnaires. Les groupes dont il s'agit, dont certains gèrent d'ailleurs les régimes de sécurité sociale de base obligatoires des assurances, entendent bien profiter de la manne financière qui s'engage avec cet article. Cela participera, je le pense sincèrement, à la marchandisation de notre système de santé. C'est tout un processus qui peut s'accélérer. Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé a déclaré devant les députés, et donc en quelque sorte elle reconnaît ce que je viens de dire, je la cite: « Les couvertures complémentaires sont-elles dans une logique de marché, donc d'individualisation des risques, donc fille de la solidarité. Plus on élargit la base sur laquelle s'applique la couverture complémentaire, mieux on est à même de proposer une couverture de qualité. Ainsi, plus on généralise la couverture complémentaire, plus on se rapproche d'un dispositif de mutualisation positif. » Eh bien, tout ça, n'est-ce pas simplement proposer de renoncer petit à petit et, chemin faisant, de donner des gages à la Commission européenne qui, toujours plus soucieuse de la réduction des déficits publics que des droits des femmes et des hommes, propose ni plus ni moins que de mettre en concurrence la sécurité sociale avec les assurances privées. En réalité, c'est ce que je disais à l'instant, on assiste progressivement à un mouvement continu de basculement de la prise en charge des dépenses de santé de la sécurité sociale vers les mutuelles. Le 10 septembre dernier, l'adresse a rendu un rapport public portant sur la situation des comptes nationaux de la santé en 2010. Selon les comptes nationaux de la santé publique, les organismes complémentaires ont supporté en 2011 une part plus importante des dépenses de santé de nos concitoyens, puisque leur participation est passée de 13,5% en 2010 à 13,7% en 2012. Progressivement, année après année, les contrats complémentaires jouent un rôle de plus en plus important, proportionnel au désengagement de la sécurité sociale. Voilà comment, en renforçant le caractère obligatoire de ces contrats et en puisant dans les ressources de la sécurité sociale, s'opère un basculement au déficit du solidaire vers le contributif. Le groupe CRC ne votera donc pas cet article 1er. Merci Madame Gontier-Morin. La parole est à Monsieur Cardou. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je reviendrai tout simplement aux propos que j'avais tenus lors de la discussion générale où j'avais dit que le groupe UMP voyait d'un œil assez favorable cet accord, mais qu'il y avait quelques pierres d'achoppement qui nous chagrinaient. Et au premier rang de ces pierres d'achoppement, cette fameuse clause de désignation et le manque de concurrence et de pluralité. Donc, puisque le Sénat, dans sa sagesse, a accepté notre amendement concernant la suppression de cette clause de désignation, ce qui a été conforté par l'adoption des amendements. Moi, je ne fais pas de particularisme, je dis la sagesse du Sénat. Donc, des amendements de nos amis centristes qui ont aussi institué le pluralisme dans la recommandation, eh bien, nous avons obtenu en partie satisfaction, même si
l'amendement de souplesse que nous avions espéré voir adopté concernant la simplification des démarches administratives pour les entreprises de moins de 10 personnes n'ont pas abouti, mais malgré cela, et compte tenu de ce vote ce matin, eh bien, le vote UMP votera favorablement à l'article 1. Merci, Monsieur Cardou. La parole est à Monsieur Vatrin. Oui, à ce stade des débats, force est de constater que nous divergeons sur le sens que nous entendons donner à l'avenir de notre système de protection sociale. Nous faisons pour notre part le choix, dans l'intérêt des salariés comme des étudiants et des retraités, nous avons soulevé le cas que vous renforciez la protection sociale obligatoire de base, c'est-à-dire le socle de sécurité sociale dont vous avez parlé vous-même, Monsieur le Ministre. Force est de constater que vous faites le choix, dans la réalité de ce texte, d'une autre orientation, puisque, en définitive, les orientations qui sont choisies aboutiront à affaiblir la sécurité sociale par de nouvelles exonérations de cotisations sociales accordées aux employeurs. Alors nous divergeons, forcément, car pour nous, plutôt que d'étendre le champ des contrats d'assurance complémentaire, l'urgence nous semblerait plutôt être au retour de la prise en charge à 100% des dépenses de santé, dentaires et optiques compris. J'ai soulevé aussi, durant les débats, plusieurs questions à ce sujet par la sécurité sociale. Il semble que vous y renonciez, d'où la nécessité que vous posez d'amplifier le recours à la complémentaire santé. Vous faites d'ailleurs passer cette généralisation comme une avancée sociale, oubliant au passage de préciser que, contrairement à certains des amendements que nous avions proposés, que vous avez écartés, ces complémentaires pourront être payés pour moitié seulement par les salariés, par les employeurs, alors qu'actuellement, les cotisations maladie sont prises en charge à 98% par les employeurs. Cela veut dire un coût de 30 à 40 euros, aller à la louche comme ça par salarié, alors que les travailleurs, les salariés sont déjà largement fragilisés. Le fait que l'employeur supporte une somme équivalente ne changera rien, selon nous, à cette situation. Et pour les foyers dont je parle, et nous en connaissons toutes et tous dans nos villes et dans nos départements, cet effort qui leur sera demandé va correspondre, et ce n'est pas rien, en gros, au budget qui est souvent dédié à l'alimentation pour les ménages les plus modestes. Ça nous semble être les limites de ce système qui, qu'on le veuille ou non, repose sur les capacités contributives de nos concitoyens. Alors notre proposition de renforcement de la sécurité sociale, parce que nous ne sommes pas pour prendre les choses tout ou rien dès maintenant, jusqu'à lui permettre la prise en charge à 100%, notre proposition répond à une autre logique, puisque son fondement est le suivant, il correspond aux bases mêmes de la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins. Notre proposition de retour à un système pleinement solidaire s'accompagne d'ailleurs d'une proposition forte que je ne fais pas là, ce n'est pas un scoop ni une révélation. Plutôt que de faire financer la couverture santé par les salariés, nous proposons, comme nous l'avons fait à l'occasion de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ou à bien d'autres occasions précédemment, de taxer les revenus financiers. On parle de la finance aujourd'hui, on voit les masses d'argent considérables qui sont extraits de l'économie et de l'utilité sociale. Eh bien, la spéculation doit être mise à contribution afin de contribuer au financement de notre système de santé. On ne pourra dire que le groupe CRC ne fait que critiquer. Nous proposons, et pas seulement aujourd'hui. Avec les ressources générées par cette mesure, la sécurité sociale bénéficierait d'un second souffle
Et je dois dire que dans ce système, le recours aux assurances complémentaires deviendrait marginal, secondaire, voire facultatif. On sait pourtant aujourd'hui, compte tenu des mauvais remboursements opérés par la sécurité sociale, que de plus en plus de nos concitoyens renoncent aux soins, et ça c'est vraiment une question qui doit nous interroger, quand ils ne peuvent se doter d'une mutuelle. Il y a donc bien un constat commun que progressivement les mutuelles sont devenues indispensables pour pouvoir bénéficier d'un accès réel aux soins. Mais pour nous, je le répète, et cela a été dit, il faudrait d'abord, pour régler cette question, renforcer ce socle de sécurité sociale que vous avez évoqué, Monsieur le ministre, vous-même. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Van Lerenberg. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues. Bien entendu, je l'ai dit d'ailleurs dans la discussion générale, l'arbre de la désignation ne doit pas cacher, et qui a conduit à quelques désaccords entre nous, ne doit pas cacher la forêt de cette complémentaire, cette extension de la complémentaire santé à tous les salariés. C'est ça l'essentiel de cet article 1er, et donc c'est la raison bien sûr pour laquelle, surtout tel qu'il a été amendé par nos soins et par les soins de nos collègues de l'UMP et par aussi certains collègues du RDSE, nous le voterons en l'état, tout en sachant très bien que, puisqu'il y aura une seconde lecture, sur un des points particuliers, sur l'alinéa 30, Monsieur le ministre nous l'a rappelé tout à l'heure, qu'on avisera évidemment en fin de parcours sur notre vote définitif. Mais je crois qu'il faut retenir essentiellement le progrès essentiel qui est aujourd'hui législatif, mais qui tenait tellement à cœur des signataires de cet accord national interprofessionnel comme étant effectivement une contrepartie notable pour favoriser bien sûr la santé des salariés et pour équilibrer en quelque sorte l'accord vis-à-vis des entreprises, du patronat. Donc nous nous félicitons de la discussion. Je crois qu'elle a été effectivement très large, même si, à mon goût, elle a duré peut-être un peu longtemps, mais nous respectons évidemment les avis de chacun et le temps, c'est le temps. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Pasquet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Outre le fait que l'évaluation de l'article 1er en termes financiers, pour le moins, ne se détermine qu'à raison des coûts et non d'éventuels produits qui pourraient être tirés de la généralisation de la couverture complémentaire santé aux salariés qui en sont privés, quelques éléments nous interpellent. L'étude d'impact reprise dans le rapport de notre collègue Jeannereau indique que la mise en place de la complémentaire santé constitue une série de coûts ainsi estimés selon le champ d'application pris en compte. 375 à 540 millions d'euros de coûts pour la sécurité sociale, d'abord, puis entre 1,5 et 2,1 milliards d'euros pour l'État, et enfin entre 2 et 3 milliards d'euros pour les entreprises. Sachant toutefois que les abondements des entreprises constituent une charge déductible, ce qui signifie que le tiers est assimilable à une réduction d'impôt, il est plus juste de réduire d'autant le coût pour les entreprises. Par contre, les dépenses exposées pour l'État et la sécurité sociale semblent bel et bien quasi certaines. Nous sommes donc en présence d'un dispositif coûtant au moins 1,9 milliard d'euros au compte public et jusqu'à 2,7 milliards environ, pour un résultat assez hypothétique puisque rien ne permet aujourd'hui d'éviter de penser que ce sera le panier de soins minimum qui sera finalement le plus souvent sollicité. C'est donc là un nouvel accroissement de la dépense publique qui se profile. Et on risque même d'avoir un effet de levier. Le simple fait que des assurés sociaux sollicitent des soins auxquels ils renonçaient par le passé est un élément d'accroissement des dépenses de santé. Donc alors là, quid de l'ONDAM pour 2014 ?
Ceci dit, on peut aussi rapprocher la somme mobilisée au titre de cette extension des complémentaires de celle aujourd'hui consacrée au financement de la complémentaire CMU qui s'élève à 2 427 millions d'euros pour 2013. Posons la question. Un nouvel abondement de l'État au fonds CMU avec une redéfinition des bénéficiaires de la couverture, tant de base que complémentaire, n'aurait-elle pas atteint le même objectif que celui recherché a priori par le texte de l'article 1er? En fait, à la place de tout cela, nous avons surtout un dispositif au moins aussi coûteux qui est fait pour accroître la part des compagnies d'assurance à but lucratif dans le financement de la santé publique. Ce cheval de Troie, ce virus de la marchandisation de la santé que vous faites ainsi rentrer avec cet article 1er est peut-être celui qui va accompagner demain la réduction sans cesse plus franche, plus drastique des prestations servies par le régime général. Le problème, c'est qu'aucun des pays ayant goûté aux délices de la privatisation de la santé n'a fait ou ne fait la démonstration de la pertinence de la chose. Nous voterons résolument contre cet article 1er. Merci Madame Pasquet. La parole est à Madame de Montès. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donc, nous arrivons maintenant au vote de cet article 1er de ce projet de loi, qui est un article extrêmement important, et les partenaires sociaux ne s'y sont pas trompés, avec deux éléments sur lesquels je veux insister. L'obligation de couverture santé collective par les entreprises, avec un socle minimal qui sera fixé par décret. Et moi, je me réjouis que dans la discussion, Monsieur le Ministre ait pu nous apporter un certain nombre de précisions sur ce que sera ce décret qui est de nature à rassurer ceux qui avaient quelques doutes. Le deuxième élément, c'est bien sûr la portabilité des couvertures santé et prévoyance pour les salariés privés de leur emploi, devenant demandeurs d'emploi pendant 12 mois. Bien sûr, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous ne sommes pas satisfaits du vote qui a eu lieu tout à l'heure sur la suppression de clauses de désignation. On sait bien d'ailleurs de qui vient cette demande de suppression de clauses de désignation. Pour autant, et le ministre l'a dit, il y aura une deuxième délibération sur ce sujet. Bien que nous ne soyons pas satisfaits, que le groupe socialiste ne soit pas satisfait de ce vote, bien évidemment, nous allons voter cet article 1er qui respecte parfaitement l'accord national interprofessionnel et qui, je le rappelle, cet accord national interprofessionnel qui a été amélioré dans le cadre du projet de loi, a fait l'objet d'un compromis entre les partenaires sociaux, compromis qui a été respecté par le gouvernement et qui doit être, avec des aménagements, des améliorations encore, respecté par notre Assemblée, par le Sénat. Nous allons bien évidemment voter cet article 1. Le groupe socialiste, bien sûr, votera cet article 1. Merci Madame de Montès. La parole est à Monsieur Dassault. Merci Madame la Présidente. Uniquement pour vous dire que compte tenu des amendements que nous avons présentés et qui ont été acceptés, je voterai pour cet article. La parole est à Madame Éliane Assassi. J'ai été surprise. Merci Madame la Présidente. Donc cet article doit à l'évidence réjouir le MEDEF qui, par la voix de sa présidente, déclarait le 19 mars dernier lors de son point de presse mensuel, je la cite, « Il faut que l'entreprise ait le libre choix de l'organisme complémentaire ». Fin de citation. Une nécessité martelée et jamais justifiée, et pour cause, il faudrait alors qu'elle dise clairement que si elle s'oppose aux clauses de désignation, c'est qu'elle s'oppose, de facto, à la possibilité que permettent ces clauses aux organisations syndicales de négocier les meilleurs contrats quand le patronat est plutôt enclin à négocier les contrats les moins chers, quitte à ce que les prestations offertes aux salariés soient moins bonnes.
Dans la mesure où ces contrats vont permettre aux employeurs, outre de concurrencer la sécurité sociale, ce que vous l'aurez compris, nous ne pouvons accepter. Donc, ces contrats vont permettre aux employeurs de bénéficier d'importantes exonérations de cotisations sociales jusqu'à 2,5 milliards d'euros. Il nous semble quand même impératif que le législateur veille à ce que les salariés puissent prétendre au dispositif le plus protecteur. Je note d'ailleurs un certain paradoxe de la part de ceux qui prônent le respect à tout prix des règles de la concurrence. Donc ils veulent que les employeurs puissent rester les seuls maîtres à bord, réaffirmant en creux les bienfaits de la concurrence, mais ne rechignent pas à l'intervention des pouvoirs publics dès lors que cette dernière prend la forme d'un financement public via des exonérations de cotisations sociales. Alors, c'est une théorie, et cette théorie, nous la refusons à double titre. Tout d'abord, pour nous, dès lors que des fonds publics sont mobilisés, il doit y avoir des contreparties claires et il doit y avoir aussi des obligations. Nos concitoyens, à qui l'on demande des efforts massifs, ne peuvent admettre qu'en période de crise, on puise dans les caisses des comptes publics et sociaux sans rien exiger des bénéficiaires. Cette époque est révolue, le CICE doit être le dernier exemple de ce type. Par ailleurs, la santé n'est pas un secteur comme les autres. Ce n'est, et je pense qu'on peut partager cela, ce n'est ni un service anodin, ce n'est pas non plus une marchandise. Je sais bien que certains, de ce côté-ci de l'hémicycle, voudraient mettre en concurrence les assurances privées commerciales, mais si, Madame Debré, et les organismes mutualistes qui ne poursuivent pas d'objectifs lucratifs. Cela a par ailleurs commencé il y a une décennie, avec la séparation des titres du Code de la mutualité. Conséquence, eh bien, les mutuelles ne peuvent plus financer directement leurs centres de santé, qui les uns après les autres risquent de fermer comme à Marseille, si aucune solution n'est trouvée. Alors que chacun s'accorde à dire que ces structures sont efficaces, qu'elles répondent aux attentes des médecins comme des populations, on accepte que les règles de la concurrence imposées par l'Europe entraînent leur fermeture. Certains donc voudraient même pousser alors encore plus loin la concurrence en permettant aux assurances privées de se substituer un jour à la sécurité sociale. Cela est d'ailleurs déjà partiellement le cas puisque une partie de la sécurité sociale de base des agriculteurs, par exemple, est confiée à une assurance privée commerciale, avec une conséquence qu'il faut souligner, des frais de gestion bien supérieurs à ceux supportés par le MSA. Alors, la santé, la protection sociale, de base comme complémentaire, méritent des règles particulières et c'est la raison pour laquelle nous pensons que cet article 1er ne va pas dans le bon sens et que nous vous appelons à le rejeter comme nous allons le faire. Merci Madame Assassi. Monsieur le Président Placé, dernier orateur inscrit. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, le débat est un peu à front renversé, notamment dû au vote de l'amendement UMP tout à l'heure, ce qui est bien naturel, non pas le vote de l'amendement UMP, mais le fait que ça soit à front renversé, puisqu'il y a plusieurs sujets qui sont dans la discussion de l'article 1. D'abord, est-ce que c'est une avancée pour la complémentaire santé pour tous? Oui. C'est évidemment une avancée et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et il y a de nombreuses précisions qui ont été apportées par le ministre, par le rapporteur et par différents amendements pour faire en sorte qu'il y ait une réalité, une effectivité à cette complémentaire santé pour tous, même si je partage l'inquiétude de mes amis communistes sur notamment les petites entreprises et les petites structures où cette complémentaire santé n'aura pas forcément une réalité, notamment immédiate. Mais c'est à nous de faire en sorte que ce droit puisse s'exercer réellement. Alors, sur la question de l'équilibre entre cette complémentaire santé qui se rajoute au système de base de la sécurité sociale et son risque à terme de privatisation, j'ai soulevé dans la discussion générale en mon propos introductif, et oui, c'est une vraie réalité, et j'interpelle les uns et les autres, parce que je suis certain que si ce sont bien sûr nos amis communistes qui, après-guerre, ont mis en place ce dispositif, je me souviens aussi que les gaullistes étaient également attachés à ce droit fondamental pour les salariés.
Et je suis persuadé que cette problématique-là, public-privé, n'est pas que partagée dans un clivage droite-gauche. Et j'attire l'attention de la réalité de cette perspective. Et je me permets de faire une petite digression, mais cela me permet de parler des allocations familiales, parce que je pense que c'est à peu près la même problématique. C'est qu'à un moment, quand on commence à se dire, eh bien, on va faire payer les plus riches en réduisant les allocations familiales, ce n'est pas une bonne façon d'envisager les choses sur le plan principiel. Et voilà, donc ce sont ce type de questions principielles que nous devons essayer de partager, notamment ici à la Haute Assemblée. Après, sur ce sujet de clause de désignation, on l'a vu, il y a eu, et mon collègue des Essarts en est fait l'expression, y compris par le vote au nom du groupe, il y a une interrogation de notre part. Est-ce que c'est au niveau des branches qu'il faut essayer de contractualiser la désignation? Est-ce qu'il faut aller au plus près de l'entreprise? Donc on pourrait se dire les libéraux sont pour au plus près de l'entreprise, où le rapport de force n'est pas forcément meilleur, de façon caricaturale bien sûr, mais n'est pas forcément meilleur pour le salarié. Ou alors, est-ce que c'est plutôt la liberté ou le côté libertaire qui fait que ce serait l'accord de branche qui serait plus contraignant et peut-être même d'ailleurs plus coûteux? Enfin, là, le sujet n'est pas si clivé, à mon avis, que cela, d'où le sens du vote de mon éminent ami des Essarts tout à l'heure, qui donc a donné une majorité à cet amendement. Alors, vous savez, je n'ai pas l'habitude de me défausser, donc bien sûr, nous restons dans la philosophie de ce qui a été voté tout à l'heure. Néanmoins, comme le gouvernement a indiqué qu'il y aurait une deuxième délibération, et étant peut-être moins réactif que mes amis et collègues du groupe socialiste qui, eux, ont tellement confiance et dans la première et dans la deuxième délibération qu'ils votent oui avec l'amendement UMP ou voteront sûrement oui après avec le gouvernement, eh bien, pour ma part, étant moins réactif, nous allons nous abstenir, une abstention d'attente avant la deuxième délibération sur cet article. Et j'espère que nous pourrons discuter avec le ministre et le rapporteur plus précisément sur la question de la clause de désignation et de l'amendement qui a été voté tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Placé. Alors, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par les groupes CRC, UMP et socialistes sur l'article 1er. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est donc clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 197 sur l'article 1er. Nombre de votants 347, nombre de suffrages exprimés 333, pour l'adoption 313, contre 20. Le Sénat a adopté l'article 1er du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Mes chers collègues, je voulais alerter notre Assemblée et afin de vous permettre de vous organiser, qu'en accord avec Monsieur le ministre, nous avons décidé de suspendre à 19 h et de reprendre à 21 h. J'en viens maintenant à l'article 1er bis. Y a-t-il des explications de vote sur l'article 1er bis? Si, Madame Pasquet. Madame Pasquet. Merci Madame la Présidente. L'article 1er bis de ce projet de loi résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement déposé par les députés du groupe socialiste et républicain. Celui-ci a pour objet d'étudier comment moduler ou modifier la politique d'exonération sociale ou fiscale actuellement en vigueur afin de généraliser la couverture complémentaire et, pour reprendre l'objet même de l'amendement, donner aux couvertures complémentaires une portée universelle. Chacun aura donc noté avec cette notion d'universalité, jusqu'alors rattachée à la sécurité sociale, que, comme nous l'avons déjà dit à l'occasion de nos interventions sur l'article 1er, la volonté du gouvernement réside bien dans la substitution progressive de notre système actuel par un système fondé sur les contrats d'assurance complémentaire. Notre groupe n'est pas favorable aux exonérations de cotisations sociales qui constituent, personne ne l'ignore, des trappes à bas salaire. La Cour des comptes l'a déjà dit, l'enjeu n'est donc pas pour nous d'étudier comment mieux ventiler ces exonérations, mais de les supprimer. La question n'est pas de les orienter en direction des régimes complémentaires, mais de faire en sorte que les ressources nouvelles issues de la suppression de ces exonérations et exemptions d'assiette, alimentées comme elle devrait théoriquement le faire la sécurité sociale, lui permettant afin d'assurer des dépenses de santé qu'elle ne couvre pas ou pas assez, comme les frais liés aux soins dentaires ou optiques. Qui plus est, nous savons qu'il existe un débat sur l'opportunité de créer, notamment pour les retraités, des mécanismes d'incitation financière leur permettant de souscrire à des assurances santé complémentaires. Certains proposent, par exemple, que cette aide financière prenne la forme d'un crédit d'impôt. Cette question pourrait d'ailleurs parfaitement être abordée dans ce rapport. Si nous n'ignorons rien des difficultés que rencontrent nos concitoyennes et concitoyens les plus âgés pour accéder aux soins, nous savons pertinemment que la solution ne réside pas dans les contrats d'assurance complémentaire. Ceux-ci tiennent en effet compte de l'âge des bénéficiaires et ont tendance à croître au fur et à mesure que les bénéficiaires vieillissent. Or, plus l'âge avance, plus les besoins en santé sont importants. Plus les besoins augmentent, plus le coût des contrats complémentaires progresse. Cela signifie que même avec un crédit d'impôt, les dépenses supportées par les retraités seront appelées à croître, alors même que leur pouvoir d'achat, lui, ne progresse pas. On voit bien que le recours aux assurances complémentaires n'est pas la bonne solution. Qui plus est, qu'adviendra-t-il demain de nos concitoyens qui, en raison de la faiblesse, ne pourront pas bénéficier d'une réduction fiscale? Certains avancent l'idée de la création d'un chèque santé destiné à leur faciliter l'acquisition d'une mutuelle complémentaire. Mais ces mécanismes qui existent déjà fonctionnent mal. Le taux de non-recours au dispositif d'aide à l'acquisition d'une mutuelle complémentaire étant assez élevé. Et pour cause, même avec un soutien financier, de plus en plus de nos concitoyens ne peuvent recourir à de tels contrats et préfèrent y renoncer plutôt que de ne plus pouvoir se loger ou manger correctement. Pour les personnes âgées, comme pour les précaires, mais au-delà, comme pour l'ensemble des salariés, la question n'est pas de savoir comment favoriser le recours aux contrats complémentaires, mais comment faire en sorte que le renforcement de notre sécurité sociale de base, afin qu'elle puisse répondre à tous les besoins et qu'elle rende inutile le recours à ces contrats. Je vous remercie. Merci Madame Pasquet. Il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote sur l'article 1er bis. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention. L'article 1er bis est adopté. À l'article 1er ter, j'ai une demande de parole de Michel de Squarnec.
Vous avez la parole, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le régime local d'Alsace-Moselle, héritage de l'histoire, constitue sous certains aspects la mutuelle complémentaire obligatoire des salariés et retraités alsaciens et mosellans. Moyennant un taux de cotisation fixé à 1,5% du salaire, cela reste plutôt modeste, le régime complète en général de manière plutôt heureuse les prestations servies par le régime général de sécurité sociale, géré directement par les seuls assurés sociaux eux-mêmes, obligatoire pour l'ensemble des salariés et retraités des 3 départements. Le régime local compte aujourd'hui plus d'1 600 000 cotisants et plus de 2,5 millions d'ayants droit au total. Sa situation financière est plutôt saine avec un léger excédent de trésorerie, les produits et charges s'équilibrant aux alentours de 450 millions d'euros de ressources, essentiellement des cotisations et d'emplois, essentiellement des prestations versées aux bénéficiaires cotisants. Au demeurant, dans le passé, quand le régime local a connu des exercices déficitaires, les taux de cotisation furent relevés pour apurer le passif et revenir à une situation plus conforme. On pourrait évidemment se demander ce que le rapport prévu par l'article 1er ter va bien apporter à la situation du régime local d'Alsace-Moselle, si ce n'est pour comparer ce qui ne sera pas forcément comparable, puisque ce régime est obligatoire et qu'il est surtout interprofessionnel et intergénérationnel. À la vérité, le régime local d'Alsace-Moselle peut constituer, sous certains débats en cours, une bonne manière d'approcher la question de l'accès aux soins. Le régime d'Alsace-Moselle a une réalité. Il assure une couverture complémentaire de bonne qualité et même de qualité supérieure en bien des domaines à l'ensemble des cotisants ayant droit du régime. Je pense même, mes chers collègues, qu'à l'encontre des aspirations de quelques-uns des héros de l'assurance de groupe, dont les cotisations se perdent dans la myriade des méandres des compagnies d'assurance, il faut se garder de mettre en question le régime local alsaco-mosellan. Le régime local équilibré, géré par ses propres bénéficiaires, a d'une certaine manière participé de l'efficacité économique de la région et il s'est développé. On peut fort bien penser que le régime local et la qualité de prestations qu'il assure y soient pour quelque chose, de la même manière que la mise en cause de l'emploi dans l'économie locale peut constituer un obstacle à sa pérennité. Mais nous pourrions presque dire aux assureurs attirés par les perspectives ouvertes par l'article 1er qu'il va leur falloir faire une croix sur l'Alsace et la Moselle pour ce qui concerne leur future course aux clients potentiels. Il convenait ici de le rappeler. Merci. Merci, Monsieur Le Squarnec. Nous en venons au vote sur l'article 1er ter. Y a-t-il des demandes d'explication de vote sur l'article? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er ter. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'article 1er ter est adopté. Sur l'article 1er quater, j'ai une demande de parole de Monsieur Vatrin. Oui, l'article 1er de ce projet de loi relatif à la couverture complémentaire s'est enrichi après débat à l'Assemblée nationale d'un article 1er quater résultant de l'adoption d'un amendement présenté par le groupe socialiste prévoyant que le gouvernement remette prochainement un rapport sur les modalités de prise en charge de la portabilité des couvertures santé et prévoyance pour les salariés dans le cas où une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ce rapport, qui s'inscrit dans la continuité des dispositions dont nous avons précédemment discuté, à savoir la généralisation des assurances complémentaires santé, soulève toutefois une question importante. Comment prétendre construire en effet un dispositif universel s'appliquant à toutes et tous, indépendamment de leur statut, quand dans le même temps les salariés victimes en quelque sorte de la liquidation judiciaire de leur entreprise ne pourraient pas prétendre à la portabilité de leur contrat comme l'ensemble des autres salariés. Qui plus est, le rapport de la Cour des comptes l'atteste, la précarité entraîne la précarité et le basculement du statut de salarié privé indemnisé à celui ne bénéficiant plus de l'assurance chômage, mais de couverture sociale, il faut bien le dire, minimaliste, entraîne un phénomène que l'on pourrait décrire comme étant une surprécarisation, auquel il faut bien évidemment trouver des réponses. Je souscris donc avec mon groupe à l'objectif que poursuit ce rapport. Toutefois, il me semble important que le gouvernement puisse nous apporter quelques précisions. En effet, cet article prévoit que
que la continuité des droits pourrait passer par un fonds de mutualisation, dont la rédaction prévoit qu'il peut être existant ou à créer. Cette rédaction est relativement différente de la rédaction de l'amendement initial qui faisait explicitement référence au fonds CMU. Or, ce fonds n'est plus aujourd'hui alimenté que par les mutuelles, c'est-à-dire en fait de manière indirecte par les mutualistes. Si ce fonds est appelé à financer cette portabilité, les organismes qui concourent à son financement, les organismes complémentaires, mutuelles, assureurs, instituts de prévoyance, n'auront d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs et par voie de conséquence d'entraîner un mouvement de démutualisation pour les personnes les plus démunies. Nous pourrions à l'inverse imaginer ce que nous réclamons depuis toujours, la taxation des revenus financiers pour permettre à tous les salariés privés d'emploi, indépendamment de leur statut, à une prise en charge à 100% par la sécurité sociale des frais engagés. En attendant d'y parvenir et sans préjuger des travaux, pourriez-vous cependant, Monsieur le Ministre, nous dire si une autre piste de réflexion que le fonds CMU est envisagée en cas de création d'un fonds nouveau, nous dire quelle pourrait être la nature des ressources qui abonderaient ce fonds? Merci, Monsieur Vatrin. Y a-t-il une demande d'explication de vote sur l'article 1er quater? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix cet article 1er quater. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention? L'article 1er quater est adopté. Madame de Montès. Oui, Madame la Présidente, et excusez-moi de prendre la parole à ce moment-là, c'est juste pour rectifier une erreur que nous avons faite et de bien vouloir, sur cet article 1, noter que Jean-Pierre Godefroy s'abstient. Je vous remercie, Madame de Montès. Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Après l'article 1er quater, un amendement 539 rectifié, présenté par Monsieur Dassault. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, il apparaît de plus en plus que le personnel des entreprises n'est pas du tout conscient des problèmes de gestion de leur entreprise et de leur fonctionnement, et de même pour les syndicats, par manque d'information. C'est pourquoi cet amendement propose que chaque entreprise fasse réaliser une véritable formation économique à tout son personnel par des sociétés spécialisées ainsi qu'aux syndicats. Cette formation devrait ainsi permettre à tous les salariés de prendre mieux conscience dans quel contexte économique évolue leur entreprise sur le plan national et international face à la concurrence, aux problèmes de coûts, de prix de revient, de monnaie, de trésorerie, de qualité, etc. Une fois mieux informé sur le plan économique, le personnel devra être aussi formé sur les problèmes de gestion interne de l'évolution de l'entreprise, commandes, contrats, résultats, échecs, etc. Bilan, compte d'exploitation. Il devrait savoir que les partenaires de l'entreprise sont 4, actionnaires, salariés, syndicats et clients, qui déterminent, eux, l'avenir de l'entreprise par leurs commandes et qu'il faut donc satisfaire par-dessous tout. Tous ces partenaires doivent travailler en équipe pour être efficaces et non ennemis de classe. C'est l'évidence. Tous les salariés devraient pouvoir participer plus largement aussi à l'enrichissement de leur entreprise par une réserve de participation égale aux dividendes. Et ce que j'ai situé à Dassault Aviation depuis plus de 20 ans. Enfin, cette formation économique devrait aussi être profitable aux syndicats, qui en comprendraient mieux le fonctionnement. C'est pourquoi je vous propose cet amendement qui transformerait les relations sociales dans les entreprises en supprimant les conflits par une meilleure compréhension de ce qui se passe et de relations du rôle de chacun pour que chacun travaille en fonction des intérêts de l'entreprise, des salariés, des syndicats et surtout des clients. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donc demander l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur cet amendement 539 rectifié. Merci, Madame la Présidente. Vous l'avez compris, notre collègue Dassault
préconise dans ce cadre-là une formation obligatoire à l'économie et aux principes de gestion pour l'ensemble des salariés. Je voudrais lui faire observer que ce projet de loi n'a pas vocation à repenser le contenu de la formation professionnelle et bien des questions sont posées par son amendement qui est hors sujet, me semble-t-il, par rapport à ce texte. C'est donc une invitation au retrait, sinon avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Même avis, je vous remercie. Monsieur Dassault, vous voulez vous exprimer? Qui veut s'exprimer? Écoutez, monsieur le maire, ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien au budget. C'est simplement une nouvelle façon de concevoir les relations dans l'entreprise avec les syndicats par une formation économique. Bon, je ne me demande rien, mais si cet article était accepté et obligatoire pour les entreprises, ce qui ne gêne personne, cela favoriserait l'activité sociale auquel vous avez intérêt, de façon que chacun travaille en bonne connaissance de cause de l'intérêt de l'entreprise pour le salarié, avec l'intéressement au bénéfice, avec les syndicats qui comprendraient peut-être mieux les intérêts de chacun, car il faut que l'économie marche en coopération, en équipe, et pas en lutte. Alors voilà, moi je souhaiterais que vous acceptiez cet amendement, bon, qui ne coûte rien à personne, mais qui quand même précise les choses et oblige les entreprises qui ne le font pas aujourd'hui, et qui oublient à former les gens, et qui oublient à former leur personnel, au simple fait qu'au fond, tout le monde travaille ensemble, on n'est pas les uns contre les autres, avec les syndicats et avec les salariés et avec les clients. Donc il faut que l'économie marche. Elle marchera mieux si tout le monde se comprend et s'apprécie. Voilà, c'est tout. Ça ne coûte rien. Donc pourquoi ne pas l'appliquer? Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 539 rectifié, qui a deux avis, une demande de retrait ou avis défavorable. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention. L'amendement 539 rectifié n'est... Abstention, oui. Merci. L'amendement 539 rectifié n'est pas adopté. J'arrive à l'article 2. J'ai trois demandes de parole. Madame Brigitte Gontier-Morin. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, une intervention pour vous dire que cet article 2 nous laisse assez dubitatifs. Présenté par le gouvernement comme une avancée supplémentaire pour les salariés, la création du compte individuel de formation fait cependant l'objet d'un traitement que l'on peut qualifier de lapidaire. Sa création n'est évoquée qu'au travers d'une courte phrase prévoyant, je cite, « Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail, d'un compte personnel de formation individuelle et intégralement transférable en cas de changement ou de perte d'emploi. » Fin de citation. De ce compte, des modalités, de son abondement, de la manière dont les salariés peuvent y recourir, nous ne savons rien, au point qu'il nous aura fallu prendre connaissance de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel, qu'il doit théoriquement retranscrire, pour enfin comprendre qu'il ne s'agit pas de la création d'un droit nouveau à la formation professionnelle, mais d'un toilettage au fond et d'une extension au demeurant assez limitée de la portabilité du droit individuel à la formation. Ce que cet article présente comme un droit nouveau n'est en fait qu'une technique nouvelle de gestion des droits actuels, dont nous regrettons d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus démocratique. Qui plus est, l'insertion de cet article nouveau dans l'article L. 6111-1 du Code du travail, dont je rappelle qu'il fixe
Les principes généraux de la formation professionnelle tendent à réduire le droit à la formation professionnelle à ce compte, faisant fi, par exemple, de l'importance pour les salariés des autres mécanismes de formation comme les plans de formation. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil de la formation professionnelle qui, malgré la réaffirmation de son appartenance aux salariés, demeure de fait dans les mains des employeurs. Comme pour le droit individuel à la formation, le nombre d'heures acquises annuellement par les salariés sera de 20 heures. Comme pour le DIF, le cumul demeurera de 120 heures sur 6 ans. Comme pour le DIF, un salarié ne pourra pas immédiatement utiliser les crédits qu'il aura accumulés sur son compte sans que son employeur ou que le pôle emploi ne l'y autorise. Dès lors, on comprend mal comment la création de ce compte pourrait, à lui seul, résoudre les inégalités et les difficultés générées par le DIF et que nous connaissons par ailleurs. Pire, selon les interprétations différentes que les observateurs de l'ANI se font de cet article, son adoption pourrait réduire les droits des salariés. Certains considèrent en effet que le recours par un salarié de son droit à un congé individuel de formation aurait pour effet de vider le compte individuel de formation des droits qu'il contient. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, à cette occasion, nous dire ce qu'il en est réellement? Nous sommes donc bien loin d'une véritable réforme de la formation professionnelle que nous étions pourtant nombreux à soutenir, à exiger à gauche, lorsque nous examinions le projet de loi de M. Xavier Bertrand relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Pour ce faire, c'est toute la formation professionnelle qu'il faut repenser. Il faut arrêter avec la logique de plafonnement des heures qui constitue une limite considérable aux droits des salariés, particulièrement lorsque l'on mesure et le prix et le temps qu'exigent les formations qualifiantes qui sont souvent de longue durée. Afin de permettre l'accès à la formation professionnelle des moins diplômés, qui est quand même une vraie question, il faut permettre à celles-ci et à ceux-ci, sortis récemment du système scolaire sans diplôme, d'accéder à la formation et non pas, comme cet article le prévoit, la réserver aux personnes déjà insérées sur le marché du travail. Il faut également rendre aux salariés les pleins pouvoirs quant à l'utilisation de leurs droits en supprimant la faculté dont dispose actuellement l'employeur de refuser à 2 reprises la demande de formation professionnelle des salariés. Ceux d'entre eux qui sont les plus précaires doivent par ailleurs pouvoir bénéficier d'une majoration de leurs droits afin que ceux-ci soient plus effectifs et que leurs chances d'évoluer professionnellement soient plus importantes que cela n'est actuellement le cas. Il faut enfin renforcer le secteur public de la formation professionnelle, notamment en réaffirmant le rôle majeur de l'AFPA et cessant de confier la formation professionnelle des salariés privés d'emploi à des opérateurs privés de placement et de formation qui sont coûteux, peu efficaces, malgré les sélections qu'ils opèrent quant aux personnes qu'ils accueillent. De tous ces enjeux, l'article 2 ne traite pas. Nous y voyons là encore, comme pour l'article 1er, la preuve d'un renoncement, celui d'exiger des employeurs qu'ils jouent pleinement leur rôle et que, par voie de conséquence, ils participent financièrement plus qu'ils ne font aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons que le groupe CRC, comme sur l'article 1er, ne votera pas cet article. Merci, Madame la Présidente Gonthier-Maurin. Madame Pasquet. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me réjouis, comme je l'avais fait à l'occasion de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif aux emplois d'avenir, que les propositions d'amendement portées notamment par mon collègue André Chassaigne, tendant à prévoir que la stratégie nationale de formation professionnelle intègre un volet spécifique concernant la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, aient été adoptées. C'est la poursuite dans le domaine de la formation professionnelle de l'engagement pris par le gouvernement et que nous soutenons d'intégrer dans tous les projets de loi des dispositions particulières pour ces publics dont on sait que l'emploi joue un rôle fondamental d'un point de vue économique, social, mais aussi humain. Je suis également sensible à l'adoption des amendements apportant enfin plus de précisions sur les conditions d'utilisation et d'approvisionnement du compte individuel
de formation grâce auquel on comprend mieux comment il sera alimenté. Pour autant, malgré l'adoption de l'amendement déposé par nos collègues du groupe GDR tendant à préciser que la formation professionnelle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés, je regrette que cet article 2 ne soit qu'une occasion ratée. La déclaration de principe qui figure dans cet article appelle des modifications substantielles que les parlementaires du Front de gauche avaient déposées et que nous soutiendrons également. Comme vous, mes chers collègues, nous considérons que la formation professionnelle constitue un enjeu majeur pour l'avenir. À cet égard, force est de constater que l'article 2 ne permettra pas, contrairement à ce que veut le faire croire l'intitulé de ce projet de loi, à sécuriser les parcours professionnels des salariés. Notre projet ambitieux, je l'avoue, repose sur la construction d'un système de rotation emploi-formation-retour à l'emploi pour chacun, librement choisi, permettant une sécurisation des trajectoires professionnelles de tous, avec maintien et progression du salaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. En réalité, il s'agit d'élaborer une sécurité sociale professionnelle à l'image de celle imaginée en 1945 autour de la santé, de la maternité et de la famille. L'enjeu est de taille, car avec la sécurité d'emploi et de formation apparaît aussi la possibilité d'une sécurisation de tous les moments de la vie. La progression massive et stable des prélèvements avec ce système favoriserait le financement de la sécurité sociale, contribuant ainsi à une sécurisation et à une promotion de tous les moments sociaux de la vie, de la naissance à la mort. Débarrasser la société du chômage et de la précarité ne peut pas se faire sans faire preuve d'une audace comparable à celle dont firent preuve les créateurs de la sécurité sociale. Cela implique des décisions fortes en renforçant, par exemple, comme nous allons le proposer par voie d'amendement, les droits des salariés. Cela appellera la mobilisation de ressources nouvelles, en taxant notamment le capital et en sanctionnant vigoureusement les employeurs qui font le choix de favoriser les contrats précaires et la sous-rémunération. Voilà pour l'examen de l'article 1 du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi qui généralise à partir de 2016 la complémentaire santé pour tous les salariés. Vous pourrez évidemment revoir cette séance à tout instant sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à vous sur notre chaîne.